Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 3e étape de Paris-Nice. On va voir un petit peu tout ce qui peut se passer dans ce contre-la-montre, assez inédit, hein, il faut le dire, hein, Paris-Nice, ce dernier contre-la-montre par équipe, c'était il y a plus de 30 ans. Donc on va revenir un petit peu sur ce qui peut se passer dans cette étape, les favoris, voir un petit peu le parcours également sur cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous pensez en favori sur cette étape, quelle équipe peut vous impressionner. N'hésitez pas également, si vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, Formule 1. N'hésitez pas également, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre un super thanks, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Et puis vous pouvez rajouter également toutes les notifications. EPS 2.0, ça c'est sur Spotify, et puis TikTok également. Sur ce Paris-Nice 2023, il y a du contenu. Le fameux contre-la-montre par équipe de Paris-Nice, qui a fait énormément parler depuis quelques mois, depuis la présentation du parcours, avec cette nouvelle règle du côté de ce contre-la-montre, parce que en soi le parcours n'est pas très difficile, le parcours n'est pas technique, mais il y a une nouvelle règle instaurée sur cette course-là. Le contre-la-montre, le chrono ne se déclenchera pas sur le 4e coureur comme habituellement, mais se déclenchera sur le premier coureur. C'est-à-dire que le premier coureur qui passera sur la ligne déclenchera le chrono. Donc le côté équipe n'est peut-être plus vraiment là. Avant, les 4 premiers avaient le chrono du premier qui déclenchait la ligne, enfin c'était le 4e, c'est-à-dire il y avait souvent une seconde entre le premier qui passe à la ligne et le 4e, et il ne fallait pas finir seul, alors que là cette année on a le droit de finir seul. Alors qu'est-ce que ça peut changer cette règle du côté de ce contre-la-montre par équipe? J'ai peur que ça change pas grand-chose parce que vous pouvez pas finir en fait tout seul, à part dans le dernier kilomètre ou dans les derniers 500 mètres. L'équipe qui voudrait laisser un coureur seul dans les 5 derniers kilomètres, c'est illusoire de croire qu'un Pogačar aille plus vite dans ce genre de situation en étant seul qu'une équipe de 4 ou 5 comme la Soudal Quick-Step. C'est illusoire, à 4 on est toujours plus fort qu'en solitaire. Donc ça peut marcher, pourquoi pas dans un dernier kilomètre, mais auparavant je pense que ça n'a pas d'intérêt. Donc en gros, on va pas voir beaucoup de différence par rapport à d'habitude sur un contre-la-montre par équipe, parce qu'il faudra garder quand même un minimum de collectif assez longtemps. Sur 32 km, vous ne pourrez pas faire 25 km à 4. Voilà. Où vous allez vous faire avoir par des équipes où ils feront ce même kilométrage-là à 6 ou 7. Malgré tout, il n'y a vraiment pas d'intérêt à finir à 7 non plus. C'est-à-dire qu'il va falloir enlever des coureurs au fur et à mesure du parcours. Mais on sait que pas mal d'équipes ont fait des tests pour savoir est-ce qu'il valait mieux finir à 3, à 2, tout seul, à quel moment être à 3 devient moins intéressant qu'être à 4. On sait que chez UAE on a fait des tests, mais dans d'autres formations, chez Jumbo on a fait des tests pour ce contre-la-montre. Il faut faire également attention à deux choses. C'est bien de vouloir enlever, on va dire, les poids faibles de l'équipe, mais il faut faire attention aux délais. Il y a des délais sur un contre-la-montre par équipe, et ils sont pas si énormes que ça, les délais sur un contre-la-montre par équipe. C'est assez facile en fait de se retrouver hors délai. Donc si vous avez un coureur qui est lâché au bout de 7-8 km de course, faire attention de ne pas le perdre pour le reste de la course. Il faudra faire attention également au classement par équipe, parce que je rappelle que l'ordre de départ est déterminé par le classement par équipe, et on a vu que sur l'UAE Tour, UAE Team Emirates qui est parti dans les premiers, c'est un peu un souci parce que vous n'avez pas de point de référence. Donc ça serait bien que sur l'étape 2 vous ayez un bon classement par équipe, parce que ça peut être un problème si vous partez dans les premiers dans les premières équipes, vous pouvez ne pas avoir de point de référence et ça peut être problématique. Et puis mon avis sur le fait de ne plus avoir 4 coureurs mais un coureur, je trouve qu'on perd le côté collectif un petit peu du contre-la-montre par équipe, parce que là ça va être un peu chacun pour sa gueule.
Le côté collectif du contre-la-montre par équipe, c'était que tout le monde gagne l'étape. Là, dans les grosses équipes, en fait, c'est le premier qui va gagner l'étape. C'est pas le quatrième ou c'est pas le quatrième qui va prendre la tête du classement général. Je trouve que c'était bien auparavant, c'est que parfois on avait des équipiers. On se souvient de Robert Racing l'année dernière, notamment chez Jumbo, qui avait pris le maillot de leader. Là, on ne pourra pas faire ça parce qu'il faut que ça soit vraiment le leader de l'équipe qui passe la ligne en première position. Ça, je trouve ça un petit peu dommageable. Moi, j'aurais préféré, je pense qu'il aurait été plus intéressant, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il va falloir rester collectif pendant très longtemps, parce que vous ne pouvez pas finir tout seul pendant les 5 derniers kilomètres. Moi, j'aurais préféré l'inverse, c'est-à-dire qu'on décide que le chrono soit déclenché sur le 6e coureur au lieu du 4e. Voilà, qu'on décide que les équipes sont à 7 au départ, qu'on décide qu'il y ait un joker en cas de crevaison, en cas de problème technique, mais qu'on ait le chrono qui se déclenche sur le 6e coureur. Ça aurait obligé les équipes à rester collectives pendant très longtemps, et je pense que ça aurait fait des surprises au niveau du chrono, parce que les tops équipes auraient peut-être pas été celles auxquelles on s'attendait, parce que les gros collectifs, et ça aurait peut-être un petit peu nivelé les écarts également, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On regarde tout de suite le parcours de ce contre-la-montre par équipe, donc entre Dampierre-en-Burly jusqu'à Dampierre-en-Burly, 32 km, c'est quand même une petite distance sur un contre-la-montre par équipe, parce que celui de l'UAE Tour faisait 17 km, donc on est sur une distance, je dirais, à peu près moyenne sur un contre-la-montre par équipe ces derniers temps. C'est, je crois, quand même un peu plus long que la Vuelta également de l'année dernière. Donc on part de Dampierre-en-Burly pour aller en Dampierre-en-Burly. Un point intermédiaire à Montereau, c'est au bout de 17 km. Et puis on revient à Dampierre-en-Burly, 32 km dans le Loiret. Je vais vous montrer un petit peu la carte du parcours, parce que c'est un peu plus intéressant que ce profil-là, qui n'est pas très intéressant en soi. Donc on part de Dampierre-en-Burly, on a un premier virage important, voilà, au bout de quelques kilomètres, mais vraiment c'est vraiment pas technique. On a ensuite une belle ligne droite qui nous emmène à Montereau, de nouveau une sorte de demi-tour. Voilà, on arrive à Auzouer-sur-Loire, donc c'est un triangle en fait, ce parcours du côté de Dampierre-en-Burly. Vous voyez, Dampierre-en-Burly, c'est pas très loin de la Loire, il y a une centrale nucléaire à Dampierre-en-Burly. Il n'y a pas grand chose d'autre à voir d'un point de vue au niveau architectural du côté de Dampierre-en-Burly. On regarde tout de suite la météo. Du côté de la météo, le temps sera nuageux, pas de risque de pluie de prévu pour le moment sur la chaîne météo. 8 degrés avec un vent de sud-ouest entre 20 et 35 km/h. Ce vent de sud-ouest, il sera plutôt 3 quarts d'eau sur la majorité du parcours. Je dirais sur les 2 tiers du parcours, il sera 3 quarts d'eau, sauf sur le début du retour, c'est-à-dire entre le chrono intermédiaire à Montereau et la commune d'Ouzouer-sur-Loire, c'est-à-dire pendant une dizaine de kilomètres, entre 15 et 5 km de l'arrivée, on aura du vent de face à ce moment-là, 3 quarts face, voire totalement de face. Donc bien intéressant sur ce retour du parcours. La stratégie, grande réflexion pour savoir à quel moment on isole son leader, ou si on ne l'isole pas, à quel moment on reste ensemble, à quel moment il faut se débarrasser de certains coureurs, parce qu'il y a un intérêt également à ne pas finir à 7. Vu la situation avec le vent de face sur le retour, je pense qu'il faut être quand même au moins 5 ou 6 sur la phase du retour, et c'est vraiment sur la fin de parcours il faut s'isoler. Est-ce qu'on verra des stratégies aussi? On lancera le leader comme si c'était un sprinter. Ça pourrait être le cas, c'est-à-dire qu'on décide à 2,5 km de l'arrivée, qu'on mette le leader en dernière position et qu'on fasse un système de train comme pour un sprint. Ça pourrait être une stratégie, pourquoi pas, envisageable sur ce chrono par équipe. Du côté des favoris, j'ai décidé de mettre la Jumbo. Pourquoi la Jumbo? Parce que quand vous regardez l'équipe, elle est quand même très très solide. Vous avez notamment du Tobias Foss, du Rohan Dennis, du Vingegaard. Autant vous dire que ça risque de rouler extrêmement fort du côté des favoris, du côté de ce sprint. Avec en plus un sprinter, Olaf Koy. C'est toujours intéressant d'avoir un sprinter parce que ça permet de relancer l'allure.
Donc ça peut être une équipe très très intéressante de la Jumbo-Visma. J'ai mis Soudal Quick-Step. Pourquoi Soudal Quick-Step? Parce qu'on a là aussi une très belle formation, du Rémi Cavagna, du Sénéchal, du Yves Lampart. Donc ça roule plutôt pas mal. Et puis Tim Merlier, je crois me rappeler qu'il n'est pas mauvais rouleur, Tim Merlier, parmi les sprinters. Donc là aussi, c'est une équipe qui peut être intéressante du côté de la Soudal Quick-Step. Et puis on sait, la Soudal Quick-Step, ils ont la maîtrise. Il y a aussi des équipes qui ont l'expérience sur cette discipline-là. La Jumbo, la Soudal, c'est des équipes qui ont déjà fait des bons résultats sur le chrono par équipe. En 3, j'ai mis UAE Education. Pourquoi UAE Education et Zipost? Parce qu'ils ont fait un très beau chrono par équipe sur l'UAE Tour. Ça veut dire qu'ils savent un peu faire. Et puis ils ont une belle équipe, notamment avec Stéphane Bisseger, mais aussi Paulès. Paulès, c'est pas mauvais. Alors c'est pas le meilleur sur le contre-la-montre, mais je rappelle que l'année dernière, il fait 7 ou 8 du contre-la-montre du Tour de Suisse en ayant une crevaison dans le dernier kilomètre. Donc il n'est pas mauvais également dans cette discipline. C'est à Vandenberg. C'est une équipe qui peut être intéressante en termes de collectif. Et puis les équipes à suivre, j'ai mis la Groupama. Arnaud Desmar s'est bien roulé, Stephen Kung, mais il va falloir garder David Gaudu le plus longtemps possible. Donc ça fait partie des équipes où le leader n'est pas forcément le meilleur rouleur. Donc ça peut être un problème. Et puis Uno X, j'aimerais bien voir ce que ça donne Uno X, parce qu'ils ont Vareshkjold, champion du monde des sports du contre-la-montre. Christophe était très bon sur les contre-la-montre en tant que sprinter. Donc ils ont une belle équipe, un beau collectif. Moi, c'est une équipe que je vais suivre. C'est pas forcément une équipe que j'attends dans les favoris, mais c'est une équipe où je vais bien regarder attentivement ce qu'ils vont faire. Du côté du programme télé, Eurosport 2, France 3, là encore à 15h, 15h10. Alors faire attention, on ne va pas voir les premières équipes, parce que le premier départ sera à 14h15. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas voir, je pense, les 5-6 premières équipes du côté de ce contre-la-montre. Donc espérons qu'il n'y ait pas une grosse formation dans ces 4-5 premières équipes, parce que sinon en France 3 et Eurosport 2 serait un petit peu couillé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!